Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complexe, mais vraiment essentiel. Le lien entre la santé mentale et le monde professionnel. Que l'on soit déjà en poste ou qu'on cherche un emploi. Notre source principale, c'est un extrait d'un document de formation de LRDCIP, un organisme qui travaille sur l'insertion. Et notre but, c'est de décrypter un peu les points clés de ce document pour mieux saisir les enjeux. Alors, ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette espèce de double peine. D'un côté, l'impact sur ceux qui bossent déjà, la productivité, le bien-être, tout ça, mais le document va plus loin. Et de l'autre, les difficultés qui s'accumulent pour ceux qui essayent de revenir sur le marché du travail. Ok, explorons ça. Oui, tout à fait. Et une des premières choses que ce type de document met en avant, c'est qu'il faut sortir de la vision purement individuelle. C'est pas juste la personne va mal. L'OCDE, par exemple, a chiffré l'impact économique. Et c'est assez parlant, jusqu'à 4% du PIB des pays développés qui partiraient en fumée à cause des coûts, directs et indirects, liés aux troubles mentaux. Ce qui est fascinant ici, enfin fascinant et inquiétant, c'est l'ampleur. 4%, imaginez, c'est comme si des budgets entiers de certains ministères étaient perdus faute d'une bonne prise en charge en amont. Ah oui, quand même. 4%, c'est énorme. Et concrètement, pour les travailleurs, comment ça se traduit d'après ce document de la RADCIP? On parle souvent d'anxiété, de dépression, de burn-out, ok, mais les conséquences précises. Alors, le document insiste beaucoup sur l'effet domino. Vous voyez, une baisse de concentration, par exemple, qui n'est pas juste une petite fatigue passagère. Non, ça s'installe. La qualité du travail qui baisse. Et ça peut vraiment attaquer la confiance en soi. Puis, l'épuisement, le vrai, celui qui mène à des arrêts maladie à répétition. Ce n'est pas juste être un peu fatigué, quoi. C'est un processus qui peut isoler la personne, créer des tensions dans l'équipe. Et oui, dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à la sortie de l'emploi. Et le document souligne que ces signes sont parfois, un peu sous-estimés par l'encadrement. D'accord. Ce qui amène logiquement à la question de la responsabilité de l'entreprise, là. J'imagine que des programmes de soutien sont évoqués dans ce type de formation. Oui, oui, bien sûr. Et pas seulement comme une action de bienfaisance. C'est vraiment présenté comme une stratégie RH essentielle. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, l'idée, c'est former les managers à repérer les signaux faibles, proposer un accès plus simple à du soutien psy, parfois adapter les conditions de travail, et les bénéfices attendus, ils vont au-delà de juste moins d'absence. On parle d'un meilleur engagement, plus sincère, de mieux retenir les talents, et on sait que remplacer quelqu'un, ça coûte cher, et donc au final, d'améliorer la performance globale. C'est vraiment vu comme un investissement, pas juste une dépense. Intéressant cette perspective d'investissement. Et si on bascule maintenant du côté des demandeurs d'emploi? Là, le document de la RDCIP décrit une situation encore plus tendue, c'est ça? Voici où ça devient vraiment intéressant. Oui, effectivement, le stress du chômage en lui-même peut déjà aggraver des fragilités qui existaient, mais ce que le document détaille bien, c'est comment ça plombe la recherche active. La difficulté à garder la motivation sur la durée, l'appréhension terrible avant les entretiens, qui peut parfois paralyser, ou même simplement la difficulté à organiser sa recherche au quotidien. Et puis il y a ce chiffre choc, souvent rappelé et présent ici, le risque de chômage qui serait multiplié par 2 ou 3 pour les personnes qui ont des troubles psychiques avérés. Ah oui, c'est Yeah. énorme. Oui, c'est énorme. On est en plein dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Alors, le chômage abîme la santé mentale, et cette santé mentale fragilisée rend la recherche d'emploi encore plus compliquée. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le document de formation de LRDCIP, il n'élude pas la question de la stigmatisation, c'est un point central. La peur, parfois même pas consciente chez certains employeurs, face à un candidat qu'ils perçoivent comme potentiellement fragile, ça reste un obstacle énorme. Cela soulève une question importante. Comment on fait pour briser ces préjugés qui ont la vie dure? La sensibilisation, c'est une chose, oui, mais ça suffit pas toujours. Il faut des actions concrètes derrière. Justement, quelles actions concrètes, quelles pistes sont évoquées dans ce document? Est-ce qu'il y a des solutions spécifiques mises en avant? Positifs comme les emplois accompagnés. L'idée clé, là-dedans, c'est vraiment la combinaison. Un soutien psy adapté, oui, mais aussi un accompagnement très pratique, très concret, sur mesure, pour trouver l'emploi, mais aussi, et c'est crucial, pour le garder. Imaginez un coach qui aide à gérer le stress des débuts ou qui fait le lien avec l'employeur si besoin de façon discrète. Le document cite aussi les initiatives gouvernementales ou associatives qui développent des parcours plus spécifiques, des formations adaptées, du coaching renforcé. D'accord. Donc, si on essaie de résumer l'essentiel de ce que ce document nous apprend, prendre soin de la santé mentale, au travail, comme dans la recherche d'emploi, c'est pas une option, quoi.
C'est une nécessité, humaine et économique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est exactement ça. Et c'est une responsabilité qui est partagée. Les entreprises ont clairement un rôle à jouer dans la prévention et le soutien. Les pouvoirs publics aussi pour mettre en place les bons dispositifs et lutter contre la discrimination. Et puis la société dans son ensemble pour changer le regard sur ces troubles. L'enjeu, il est vraiment double. Le bien-être et la productivité de ceux qui travaillent, et puis l'inclusion de ceux qui sont aujourd'hui tenus à l'écart de l'emploi. C'est un enjeu économique et social majeur. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller un peu plus loin en s'inspirant de tout ça. Au-delà des programmes de soutien, qui sont importants, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comment on pourrait imaginer une transformation plus profonde de la culture même du travail? Une culture qui intégrerait dès le départ la prévention de ces risques psychosociaux, le stress chronique, l'épuisement, les tensions dont on a parlé, plutôt que de simplement réagir après coup une fois que les problèmes sont là. C'est une vaste question. Et pour ceux qui voudraient creuser ce sujet, le dossier de la DARES, la Direction des statistiques du ministère du Travail, est une ressource vraiment très riche sur santé mentale et travail.